Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous avoir pour ce nouveau rendez-vous de la rétrospective environnementale. À la une de l'actualité, environ 1,4 million de forêts dégradées seront restaurées dans la région centrale du Togo. C'est l'objectif de la phase 2 du projet Forest for Future lancé la semaine dernière à Lomé. Démarrée depuis le 28 avril dernier, la 17e conférence des parties à la Convention de Bâle a pris fin le 9 mai dernier. Les tenants et les aboutissants de cette rencontre dans ce journal. Enfin, nous irons à la découverte de la Sebkha de Mlili, une curiosité naturelle située dans le désert de Dakhla au Maroc qui abrite de diverses espèces aquatiques et terrestres. La deuxième phase du projet Forest for Future a été lancée la semaine dernière à Lomé en présence des autorités togolaises. Cette deuxième étape consiste à restaurer environ 1,4 million de forêts dégradées dans la région centrale. Financé par l'Allemagne puis le Luxembourg, ce projet vient appuyer la résilience des communautés locales face aux effets du changement climatique. Léon Sabo. Dans le cadre de la deuxième phase du projet Forest for Future, officiellement lancé le 24 avril dernier, le ministère togolais de l'Environnement et des Ressources forestières veut restaurer 1,4 million d'hectares de forêts dégradées dans la région centrale. Avec l'appui financier du Luxembourg et de l'Allemagne, cette initiative entend redonner vie à des terres fortement dégradées dans les préfectures de Chamba, Tchaoudjo, Sotoboua et dans le bassin du fleuve Mono. Il y aura également des interventions à l'échelle nationale. La pertinence de ce projet est d'autant plus évidente qu'il est mis en œuvre dans un contexte togolais marqué par les nouvelles réformes dans le secteur forestier et une forte considération de la résilience des communautés face aux efforts du changement climatique. Ce programme, qui va durer 5 ans, prévoit organiser des campagnes de reboisement à grande échelle en vue de restaurer la couverture forestière et favoriser par la même occasion la résilience des communautés locales face aux effets du changement climatique. L'appui technique de ce projet sera assuré par la GIZ, dont les interventions visent à renforcer les capacités des communautés en mettant en place des plans de développement locaux et des filières génératrices de revenus comme celle du miel, du karité ou encore du néré. L'accent sera particulièrement mis sur l'exploitation durable des forêts-galeries qui sont identifiées comme des vecteurs de revenus potentiels dans cette région vivement touchée par la déforestation. Ainsi, les concepteurs du projet espèrent associer préservation de l'environnement et amélioration des conditions de vie des populations rurales. Cette démarche est la concrétisation des engagements internationaux pris en matière de restauration des paysages forestiers. Elle s'inscrit également dans les orientations nationales en matière de durabilité environnementale et de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Nous avons concentré les actions au niveau de la préfecture de Tchamba. Et la deuxième phase va s'étendre non seulement au niveau national, mais des actions concrètes vont être posées dans les préfectures de Tchaoudjo et Sotoboua pour prendre un certain nombre de préfectures en compte dans cette... L'initiative permettra également de renforcer la filière des produits agroforestiers selon les porteurs du projet et d'améliorer significativement les revenus des ménages concernés par ce programme de restauration. Il est à rappeler que le projet a été lancé en 2020 et a déjà réhabilité plus de 1300 hectares et ambitionne atteindre 1,4 million d'hectares d'ici 2030. Face aux risques croissants liés à la pollution atmosphérique, l'exécutif togolais réagit pour le bien-être de sa population. Un projet stratégique national de surveillance de la qualité de l'air a été initié dans ce cadre. Ce projet, soutenu par l'OMS et la Coalition pour le climat et l'air, permet aux populations de respirer un air pur et sain. Irène Papadina. Le Togo engage un ambitieux projet national de surveillance de la qualité de l'air face aux risques sanitaires croissants liés à la pollution atmosphérique.
Ce projet a été officiellement lancé le 29 avril 2025 à Lomé avec le soutien de l'OMS et de la Coalition pour le climat et l'air pur. La dégradation progressive de la qualité de l'air à Lomé et dans d'autres grandes villes togolaises suscite une vive inquiétude. En 2019, les infections respiratoires figuraient en tête des consultations dans le Grand Lomé, avec plus de 18 milliards de francs CFA dépensés en soins, selon les données sanitaires nationales. La pollution atmosphérique qualifiée de tueur invisible est responsable de plus de 8000 décès prématurés chaque année au Togo. Elle menace aussi l'agriculture, l'économie des forêts et compromet les efforts de reboisement. Selon le Dr Kofi Efanam Adadji, directeur général de l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE, les causes de cette pollution sont multiples. Il s'agit entre autres de l'industrialisation non maîtrisée, l'usage intensif des énergies fossiles, des feux de végétation, de l'agriculture non durable et de la mauvaise gestion des déchets. Intitulé Projet Qualité de l'air au Togo, PQAT, le programme entend apporter une réponse structurée à cette crise environnementale fondée sur l'information, la prévention et la participation communautaire. Il s'articule autour de 3 axes majeurs, notamment l'installation de stations de mesure de pollution, l'analyse des données collectées et la sensibilisation du public et des décideurs. À terme, le dispositif couvrira 24 communes, dont 13 dans le Grand Lomé et 11 à l'intérieur du pays, avec l'objectif de suivre de près les niveaux de pollution et de diffuser ces informations de manière accessible. Une nouvelle page s'ouvre pour la gestion et l'amélioration du secteur forestier au Togo. L'avant-projet de loi révisé portant code forestier a été validé la semaine dernière à Lomé en présence des acteurs de ce secteur. Cette initiative du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières s'inscrit dans la droite ligne gouvernementale visant à moderniser la législation environnementale. On fait le point avec Léon Sabo. Une nouvelle réglementation dans le secteur forestier est en voie d'être adoptée. L'initiative vient du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Elle a pour but de s'aligner sur les standards internationaux de gestion durable des forêts et d'assurer les exigences des accords multilatéraux du Togo. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, précisément la 6e réforme qui s'intéresse à la modernisation de la législation environnementale. À l'issue de la réunion, 140 articles ont été reformulés, 13 supprimés et 33 nouveaux articles créés. Le futur texte fera donc 113 articles contre 160 du précédent de 2008. D'après le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, le colonel Kofi Dimizou, il s'agit d'adapter notre cadre législatif au nouveau paradigme de préservation environnementale et de développement durable. La nouvelle loi validée a été transmise au secrétariat général du gouvernement pour la suite du processus législatif jusqu'à ce qu'elle ne soit adoptée par l'Assemblée nationale. Cette réforme renforcera la gouvernance forestière nationale et permettra de mieux protéger les écosystèmes et de soutenir les ambitions climatiques du pays. Il est à rappeler que quelques semaines plus tôt, l'Assemblée nationale avait déjà adopté une nouvelle loi sur la lutte contre le changement climatique. Le Togo, en collaboration avec l'Union européenne et d'autres partenaires, ont conclu un accord sur la gestion durable des ressources hydriques et énergétiques du bassin du Mono. Ce projet aura un impact positif sur les secteurs comme l'agriculture, l'énergie, l'aquaculture et la pisciculture. La rencontre a été initiée par l'autorité du bassin du Mono lundi dernier à Lomé. Léon Sabo. Une rencontre stratégique a eu lieu le lundi dernier à Lomé. Elle portait sur la gestion durable des ressources hydriques et énergétiques du bassin du Mono. Y étaient présents la ministre togolaise de l'eau et de l'assainissement, une délégation de l'Union européenne, ainsi que plusieurs autres partenaires techniques et financiers. L'initiative, portée par l'autorité du bassin du Mono, a pour objectif d'établir les bases d'un projet structurant qui servira à renforcer la coopération transfrontalière entre le Togo et le Bénin. L'objectif de ce projet, c'est de pouvoir
mettre en place un système de gestion intégré et un projet qui va pouvoir avoir des impacts dans de nombreux secteurs, notamment l'agriculture, l'énergie et tout ce qui est aquaculture, pisciculture. Donc l'idée, c'est de pouvoir développer un gros projet d'infrastructure sous la coordination de l'autorité du bassin du Mono qui avait été mise en place par les deux chefs d'État à l'époque. Son Excellence M. Faure Essoz-Imna Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, chef suprême des armées, et son Excellence Patrice Talon. Le projet est basé sur la préservation des ressources naturelles, la prévention des inondations, la valorisation des eaux et l'amélioration des conditions de vie des communautés riveraines. La représentante de l'Union européenne et chef d'équipe investissement durable, Sylvia Favre, a souligné l'importance de bâtir une coopération régionale solide car ce bassin a un potentiel énorme de part et d'autre de la frontière. On démarre notre chemin ensemble avec l'ABM, avec le Togo et à partir de lundi aussi avec le Bénin pour voir comment on peut faire les choses ensemble, comment on peut travailler, comment on peut renforcer cette collaboration pour que ces bassins deviennent un lieu de retrouvailles, un lieu de collaboration et un lieu aussi de meilleure vie pour toutes les populations qui vivent au long du bassin. Dans les jours à venir, une nouvelle concertation technique réunira les ministères en charge de l'agriculture, de l'environnement, des mines et des ressources énergétiques afin de mieux définir et cerner les problématiques liées au bassin du Mono et ses populations environnantes. Ainsi, ils identifieront des solutions durables et adaptées aux réalités locales. À l'heure où les défis climatiques et la pression démographique s'amplifient, ce projet vient marquer une avancée cruciale dans la gestion conjointe des ressources partagées entre le Togo et le Bénin. La migration vers le Maghreb de plusieurs milliers de criquets pèlerins menace les cultures et les végétations de cette zone. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a lancé un appel urgent aux pays d'Afrique du Nord-Ouest pour renforcer la surveillance et mettre en œuvre des mesures de lutte contre ces rongeurs. Vivas Aman. Détectés il y a quelques mois dans le nord du Sahel, les criquets pèlerins migrent progressivement vers les pays du Maghreb. Deux petits groupes de cet insecte sont déjà présents dans de nombreuses régions du centre de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. Le même constat est fait au Maroc. Selon le dernier bulletin de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, les criquets pèlerins continuent de se développer dans cette zone du continent africain. Alertés de cette invasion progressive de cet insecte nuisible pour les cultures, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc ont déjà commencé à pulvériser des pesticides sur des millions d'hectares pour protéger les récoltes. Il est alors nécessaire de mieux surveiller et traiter les zones infestées pour éviter une invasion massive dans les mois prochains. Notons que le criquet pèlerin ne cause pas de problème lorsqu'il vit seul. Mais si les conditions climatiques sont favorables, il se produit en grand nombre et forme des essaims capables de ravager les cultures. Selon la FAO, un seul kilomètre carré d'essaims de criquets pèlerins peut contenir jusqu'à 80 millions d'adultes qui peuvent consommer en une journée la même quantité de nourriture que 35 000 personnes. En République démocratique du Congo, la coalition Notre Terre sans pétrole, composée d'organisations nationales et internationales, dénonce l'ouverture de nouveaux projets pétroliers dans le bassin du Congo. À travers un communiqué du gouvernement, ceci dénonce l'impact de ces projets sur l'environnement. Les précisions avec Irène Papadia. Dans un communiqué publié le 5 mai dernier, la coalition nationale et internationale Notre Terre sans pétrole souligne que la zone concernée par les nouveaux blocs pétroliers chevauche une grande partie du couloir vers Kivu-Kinshasa. Ce chevauchement menace de compromettre les partenariats internationaux, la biodiversité, les écosystèmes marins et le climat. Pour ces organisations, le gouvernement congolais tente de donner une image verte à une politique fondamentalement incompatible avec la protection de l'environnement, le respect de l'accord de Paris et des engagements nationaux et internationaux du pays. Au lieu de persister dans cette voie illusoire, le pays devrait s'engager pleinement dans un développement axé sur la protection et la valorisation de ses forêts. La coalition Notre Terre sans pétrole exige l'arrêt immédiat du processus de mise en vente des 52 blocs pétroliers dans la cuvette centrale, l'annulation des 3 blocs pétroliers et gaziers déjà attribués
et un moratoire complet sur l'exploration et l'exploitation pétrolière et gazière en RDC. Il est à noter que la décision de lancer ces 52 blocs pétroliers a été annoncée par le gouvernement de la République démocratique du Congo lors du Conseil des ministres du 2 mai 2025. Dans le reste de l'actualité, à Madagascar, les producteurs ainsi que les consommateurs sont confrontés à une crise de sécheresse sans précédent. Ceci s'explique par le manque de précipitations dans le pays, notamment dans la capitale Antananarivo. L'épuisement des ressources en eau et la dégradation des sols sont cités comme facteurs principaux liés à cette crise. Irène Papadina. Les habitants d'Antananarivo, capitale de Madagascar, sont confrontés à un phénomène climatique préoccupant. C'est un contraste frappant avec les saisons précédentes où de fortes pluies nourrissaient les cultures et assuraient une production agricole suffisante pour répondre aux besoins locaux. Cette absence de pluie a des conséquences dramatiques pour les agriculteurs de la région, notamment dans les zones périphériques de la ville comme Fenoa-Rivo, une commune qui assure une grande partie des légumes consommés à Antananarivo. Les terres habituellement fertiles deviennent de plus en plus difficiles à cultiver. La situation est similaire du côté des commerçants. Les consommateurs, déjà affectés par les coupures d'électricité fréquentes, voient une autre conséquence directe de la sécheresse. Il s'agit de l'augmentation des prix des légumes. Ces hausses risquent d'entraîner une insécurité alimentaire accrue autour de la capitale, avec des ménages qui auront de plus en plus de mal à se procurer des produits alimentaires essentiels. En plus des difficultés liées à la récolte, la situation météorologique instable fragilise davantage les chaînes d'approvisionnement locales. La situation agricole de Madagascar, en particulier autour de la capitale, devient de plus en plus critique face à la sécheresse persistante. Les producteurs locaux, les commerçants et les consommateurs sont tous affectés par la pénurie de produits frais et l'augmentation des prix. Une intervention rapide pour protéger les ressources en eau et encourager les pratiques agricoles durables sera essentielle pour limiter les impacts de cette sécheresse prolongée sur les habitants d'Antananarivo et au-delà. Au Maroc, dans la région de Dakhla, en plein milieu du désert, se trouve un phénomène rare appelé Sebkha Dimilili. C'est un endroit touristique à fort potentiel recouvrant 160 petits puits qui maintiennent toujours ses eaux face au changement climatique. Regardez. Un joyau écologique situé à 100 km au sud-est de la région de Dakhla. La Sebkha Dimilili est un site fascinant et un symbole de la résilience et de la diversité marocaine. Avec une superficie de 20 km², ce site recouvre environ 160 poches d'eau d'une salinité élevée qui ne tarisse pas malgré les conditions climatiques auxquelles sont confrontés le Maroc. Refuge de diverses espèces aquatiques et terrestres, on y trouve sur ces sites d'eau des poissons comme le tilapia de Guinée, des crustacés et des reptiles. Bien plus qu'une curiosité naturelle, la Sebkha Dimilili offre une immersion dans un univers fascinant et attire des milliers de visiteurs. Elle représente pour les amateurs de paysages sauvages et de biodiversité une destination incontournable. En tant que pôle d'attraction touristique, elle offre un potentiel économique considérable pour les communautés locales. Au-delà de sa valeur écologique, la Sebkha Dimilili joue un rôle stratégique dans le développement durable de la région. Elle a été inscrite depuis 2018 au réseau Ramsar, un traité international qui prône la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides. Toutefois, cette biodiversité riche et rare nécessite une préservation afin de continuer à émerveiller les générations futures tout en soutenant un développement harmonieux de la région. Mohamed Yadas, coordinateur régional de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable, souligne l'urgence d'unir les efforts des autorités, des associations et des médias pour protéger ce trésor naturel.
L'association Nature Initiative, en collaboration avec des institutions comme l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, œuvre à l'intégration de la CEPRA dans des programmes internationaux de protection. Cette démarche vise non seulement à préserver cet espace unique, mais aussi à renforcer sa contribution au développement régional. Une autre découverte du côté de l'Espagne, la Serra de Tramuntana, un massif montagneux situé sur l'île Majorque. Elle s'étend sur une superficie de 30 700 hectares avec une longueur de 87 km. Ce site est essentiellement constitué de moyennes montagnes et de collines côtières attire des milliers de visiteurs. Les images. La Serra de Tramuntana est un joyau naturel situé au long de la côte nord-ouest de l'île de Majorque en Espagne. Ce massif de montagnes longue de 87 km s'étend sur une superficie de 30 700 hectares, abritant de nombreuses espèces d'animaux et de plantes endémiques. Elle regorge d'une riche biodiversité et un paysage varié, constitué essentiellement de moyennes montagnes et de collines côtières qui plongent vers la mer, qui attirent des touristes, des randonneurs et des amateurs de sport. Dans cette chaîne de montagnes, on y trouve des forêts de pins et de chênes, des prairies, des rochers et des falaises. En effet, la Serra de Tramuntana était auparavant un paysage sauvage difficile à abriter. Mais grâce aux efforts humains, cette région possède aujourd'hui des sols cultivables et vivables avec des systèmes d'irrigation pour l'agriculture. En 2011, la Serra de Tramuntana fut inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO et est actuellement l'une des chaînes montagneuses les plus importantes non seulement d'Espagne, mais aussi de toute l'Europe. La 17e conférence des parties à la Convention de Bâle a eu lieu du 28 avril au 9 mai dernier à Genève, en Suisse. Cette rencontre était consacrée à la gestion et à la production des déchets toxiques. Vivas Amana pour plus de détails. Ouvert depuis le 28 avril 2025, la 17e conférence des parties à la Convention de Bâle se déroule à Genève, en Suisse. Elle sera suivie jusqu'au 9 mai prochain des réunions des parties aux conventions de Rotterdam puis de Stockholm. Le rôle primordial de cet événement est de gérer la production et le commerce des produits de déchets chimiques et dangereux. Cette rencontre internationale est importante pour l'environnement mondial, notamment pour les pays africains qui paient souvent le lourd tribut du mauvais traitement des déchets électroniques. En effet, seuls 22% des déchets électroniques sont recyclés dans le monde. Le reste finit en grande partie sur le continent africain et empoisonne les habitants, les sols, l'air et l'eau. D'après un rapport des Nations Unies publié en 2022, 62 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produites à l'échelle mondiale. Ce chiffre devait atteindre les 82 millions de tonnes en 2030. Le cofondateur d'Africa Global Recycling, le Togolais Edem d'Almeida, déclare que de nombreux pays occidentaux continuent d'exporter les déchets dangereux et les équipements défectueux en les présentant comme des appareils d'occasion. Pour le jeune entrepreneur togolais, c'est aux États de surveiller ce qui entre sur le territoire pour que l'Afrique ne se transforme pas en dépotoir de la planète. Les négociations de cette 17e réunion de la conférence des parties à la Convention de Bâle sont alors une aubaine pour une bonne gestion des déchets électroniques dans le monde. En rappel, la Convention de Bâle est un accord international qui vise à réguler le transport et le traitement des déchets dangereux. Elle a été adoptée en 1989 et est entrée en vigueur en 1992. C'est le fruit des préoccupations majeures concernant les risques de l'environnement et la santé publique en raison d'une mauvaise gestion des déchets dangereux. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellent week-end à tous. Prenez soin de vous à Green TV International. We revive the environment.